Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse de Westworld, de la première saison de Westworld. Il s'agit de la remise en ligne d'une vidéo qui date de l'époque de The Grand Est et la réalisation technique est assurée par Nicolas Cattard. Et vous aurez droit à cette introduction au début de chacune de ces prochaines vidéos qui seront remises en ligne pour répondre aux demandes de certains d'entre vous. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à très vite. Salut. Et oui, je sais, vous avez sans doute remarqué que je suis passé de la publication de l'analyse de l'épisode 4 à celle de l'épisode 6. Et malheureusement, la vidéo consacrée à l'épisode 5 de la première saison est perdue pour de bon. Il va falloir qu'on se fasse une raison. Bonjour et bienvenue pour cette analyse détaillée de l'épisode 6 de Westworld. Dans le jargon, on appelle ça un épisode de malade. Comment ne pas commencer par l'héroïne incontestée de cet épisode, et celle que je considère de plus en plus comme mon personnage favori de la série, je parle bien sûr de Maeve. Et l'épisode commence par un réveil qui ressemble à tous les autres, alors qu'en réalité il est totalement différent. Dorénavant, Maeve a conscience de vivre dans la matrice, et elle est bien décidée à découvrir ce qui se cache derrière afin de reprendre son destin en main. Pour accéder au niveau supérieur de réalité, Maeve a bien compris qu'elle devait mourir pour se retrouver entre les mains des réparateurs. Pour ce faire, on peut toujours compter sur un visiteur brutal. En effet, Maeve est de toute évidence capable maintenant de se réveiller à volonté. Et c'est Félix, le réparateur, plus doué pour le codage que pour la chirurgie plastique, qui sera le guide de Maeve dans cette réalité dont elle ignore tout. Pour convaincre Félix, Maeve use de son intelligence et de son charme. Elle commence déjà en lui prenant la main pour souligner combien hôtes et humains sont semblables. Et lorsque Félix démontre à Maeve que ses capacités de réflexion sont déterminées par l'étage supérieur, on apprécie encore une fois la métaphore sur la condition humaine. En effet, nous aussi, humains, sans parfois en avoir conscience, nous avons une capacité de réflexion qui est conditionnée par la structure de notre langage par exemple, sans même parler de notre code génétique. Après un bug momentané, déclenché par une tentative d'improvisation, Maeve finit enfin par reprendre ses esprits. On a d'ailleurs là la confirmation que Félix tient vraiment à Maeve lorsqu'elle retrouve ses facultés. J'ai vraiment eu l'impression qu'il avait davantage eu peur pour elle que pour son travail. Maeve profite de cette véritable affection pour demander à Félix de l'emmener découvrir le véritable berceau de son existence. Et ce qui suit est sans conteste pour moi la scène la plus réussie et la plus émouvante de la série jusqu'à présent. C'est sur une version orchestrale d'un titre de Radiohead, Motion Picture Soundtrack, que Maeve prend conscience que toute sa vie n'est qu'une immense illusion. Depuis les terrifiantes scènes de boucherie et jusqu'au design qui donne aux autres leur apparence, elle se promène dans l'antre de son créateur. On remarquera deux clins d'œil à l'occasion de cette visite. Clin d'œil, c'est vraiment le cas de le dire pour le premier, puisqu'il s'agit de globes oculaires sur un plateau, ce qui fait référence au fabricant Dieu dans le film Blade Runner. Ensuite, l'hôte blanc qu'on aperçoit dans le cercle semble avoir été modelé en hommage à John Locke, le fameux personnage de Lost, interprété par Terry O'Quinn. Et le lien avec Lost, c'est bien sûr le producteur J.J. Abrams. Dans la suite de ce parcours, Maeve découvre autant d'horreur que de magie. La magie de ce bison ou de ce cheval dans cette pièce de verre et l'horreur de découvrir que toutes ses émotions et celles de ses amis ne sont que le fruit d'un code, que ce soit les gestes de la vie quotidienne, l'amour ou la violence. Ce voyage initiatique, aussi effroyable que merveilleux, se termine sur le film promotionnel de présentation de Westworld, celui-là même qu'on peut retrouver sur le site internet du parc. Ironiquement, le film commence en invitant le visiteur à découvrir sa véritable nature et à vivre sans limite, ce qui résonne incroyablement avec la situation de Maeve. Le point culminant survient lorsqu'elle voit ses propres rêves projetés sur grand écran, des rêves qui sont en réalité des souvenirs de sa précédente affectation, puisqu'elle n'est la madame du Mariposa que depuis 1 an. La situation se complique un peu avec l'arrivée de Sylvestre ou Sylvester, mais heureusement, ce connard va vite déchanter. Petite remarque au passage que j'ai pioché sur Reddit, Félix et Sylvestre sont deux noms de chats de dessin animé, et j'ajouterai que Félix est un chat qui a plus d'un tour dans son sac, alors que Sylvestre est plus ou moins un abruti. Heureusement, Maeve reprend les choses en main, elle menace Sylvestre et surtout, elle le perce à jour en mettant à profit ses capacités pour capter les motivations humaines. Comme l'a remarqué Lalalou dans un commentaire YouTube, c'est une capacité que Maeve partage avec Bernard, sans doute un indice de plus sur la véritable nature du chef ingénieur. Quoi qu'il en soit, les deux réparateurs sont rapidement instrumentalisés par Maeve afin d'améliorer ses caractéristiques. Je suis sûr que certains parmi vous vont souligner que la scène n'est pas vraiment réaliste,
car il suffirait à un des réparateurs, et notamment à Sylvestre, de réduire à zéro certaines des caractéristiques de Maeve pour ensuite tranquillement organiser un faux incident et la mettre définitivement au rebut. Toutefois, en réponse à cette question, Jonathan Nolan a précisé dans une interview que cette relative faiblesse scénaristique apparente trouvera une explication dans l'épisode 8. Quand Sylvestre constate que le code de Maeve a déjà été modifié, on peut sans doute y voir l'impact de la phrase de commande « These violent delights have violent ends » que Dolores avait transmise à Maeve dans l'épisode 2. Quoi qu'il en soit, le résultat final, c'est une androïde super badass et super intelligente qui nous promet qu'on va bien s'amuser. Juste un petit mot pour souligner ici la performance incroyable de l'actrice Thandie Newton qui incarne Maeve, c'est du grand art. Après Super Maeve, je vous propose de passer à Teddy et l'homme en noir, et si je les cite dans cet ordre, ce n'est pas un hasard, d'ailleurs rien n'est dû au hasard dans Westworld. En effet, la montée en puissance de Teddy, ou Théodore, dans cet épisode est particulièrement impressionnante, et cela ne fait que confirmer mon impression qu'il aura un rôle fondamental dans cette histoire. Teddy impressionne dès le début en expliquant la signification du labyrinthe dans la culture indienne. Le résumé proposé par Teddy s'inspire d'ailleurs d'un véritable mythe, celui de la population O'odham d'Arizona du Sud. Du fait des travaux en cours dans le parc et donc de certaines routes bloquées, les deux cow-boys doivent passer au travers une garnison militaire pour accéder à un tunnel et enfin poursuivre sur la piste de Wyatt. Après avoir récupéré deux uniformes, les compères se font néanmoins repérer lorsque des soldats reconnaissent Teddy. Alors qu'ils sont faits prisonniers, l'homme en noir souligne qu'il connaît très bien le plaisir viscéral que procure la vengeance, mais qu'en l'occurrence, il est prêt à faire du business. J'y vois là un indice de plus sur les motivations de ce mystérieux personnage. Pour moi, cette notion de vengeance montre qu'il est là suite à des événements passés qui ont mal tourné pour lui, ce qui ne fait qu'accréditer la thèse selon laquelle l'homme en noir est la version présente de William ou de Logan. Ce n'est pas tout puisque Teddy retrouve des souvenirs qui semblent faire de lui le complice de Wyatt contre les soldats, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Soudain, les prisonniers parviennent à se libérer et Teddy se transforme en John Rambo. C'était pas ma guerre, colonel. L'homme en noir est alors bien obligé de reconnaître que Teddy est plein de surprises, même pour lui. En termes de théorie et même là de pure spéculation, j'aime imaginer que l'homme en noir serait en fait Logan qui aurait été blessé dans une explosion il y a 30 ans, peut-être une explosion de nitroglycérine, et qu'il aurait pris l'apparence de l'homme en noir suite à de multiples interventions plastiques de reconstruction. Peut-être d'ailleurs que ces éventuelles traces de brûlure expliquent pourquoi l'homme en noir porte toujours des gants. Entre-temps, il aurait pu financer une fondation qui sauve des vies, pourquoi pas une fondation pour Grand Brûlé. Je pense évidemment à celle pour laquelle un visiteur le remercie dans l'épisode 4. En reprenant ma théorie présentée dans la vidéo précédente consacrée à l'épisode 5, selon laquelle l'âme, l'esprit de William serait emprisonné dans le corps de Teddy, il serait amusant de retrouver le duo reformé 30 ans plus tard sans qu'aucun des deux ne connaisse l'identité véritable de l'autre. Je vous propose maintenant de basculer de l'autre côté de la barrière pour nous intéresser à Theresa Cullen, Lee Sizemore et Charlotte Hale. On retrouve Theresa dans un bureau aux couleurs rouges presque infernales. Elle y reçoit brièvement Bernard pour mettre fin à leur relation. On pourrait y voir un signe de froideur et de cruauté, mais il s'agit peut-être pour la patronne du QA d'une façon de protéger Bernard des répercussions à venir. On remarque un élément de décoration étrange derrière Bernard. Il s'agit de cornes, peut-être des cornes de taureau. On pourrait y voir un symbole de mise à mort, de corrida, mais je préfère y voir une référence au Minotaure, ce monstre hybride de la mythologie grecque, mi-homme, mi-taureau, qui errait dans le labyrinthe de Minos, construit par Dédale, sur l'île de Crète. Lorsqu'on retrouve Theresa, c'est au bar de la Mesa, destiné aux VIP des coulisses de Westworld, ainsi qu'aux visiteurs qui viennent décompresser suite à leur séjour. Theresa veut motiver cet imbécile de Lee Sizemore à reprendre ses fonctions créatives. Pour résumer brièvement les enjeux de cette discussion, il semble évident que Theresa voudrait bien voir nommer comme futur directeur du parc Lee Sizemore, une personne faible et facile à manipuler. Malheureusement pour ce super plan, Lee Sizemore confirme son statut de gros naze en accumulant les gaffes auprès de Charlotte Hale. Il l'accoste d'abord au bar pour la draguer, mais surtout, il urine sur la carte de contrôle de Westworld en sa présence. Charlotte Hale est donc bien cette fameuse envoyée de Delos
dont Robert Ford avait connaissance de l'arrivée avant même Teresa. Toutefois, avant tout ceci, une intrigante communication a eu lieu entre Teresa et un interlocuteur parlant mandarin. Voici la traduction de ce que dit l'interlocuteur. Mademoiselle Hale est déjà arrivée. Nous supposons que vous comprenez que son arrivée implique qu'il est impossible de repousser davantage le délai. Voilà qui est bien mystérieux, mais on suppose que cela doit avoir un lien avec les informations que Teresa récupère clandestinement dans le parc. Pour l'instant, il est aussi difficile de deviner les motifs de ces fuites que de savoir qui est dans la confidence et quelles sont les véritables relations entre Charlotte et Teresa. Ces fuites de données peuvent correspondre à de l'espionnage industriel ou encore gouvernemental, mais sait-on jamais, il pourrait aussi s'agir d'une enquête sur certaines pratiques douteuses au sein du parc, comme des meurtres ou encore du clonage non réglementé. On retrouve Elsie et Bernard dans la suite de la scène de l'épisode 5 en pleine discussion au sujet du système satellite découvert dans le bras du bûcheron. Elsie indique d'ailleurs qu'elle a confiance en Bernard puisqu'il est là depuis toujours. Voilà selon moi quelque chose qui vient encore souligner la théorie selon laquelle Bernard est simplement la version Android d'Arnold. Justement, ce savoir que seul Bernard semble posséder lui permet d'aller récupérer des informations au niveau -82 dans les bureaux abandonnés. Cette petite visite est l'occasion d'un clin d'œil au film original Monde Ouest dont s'est inspirée la série lorsqu'on entreaperçoit la silhouette du fameux gunslinger qu'interprétait Yul Brynner. Attention néanmoins, je vous arrête tout de suite, comme l'a dit Jonathan Nolan dans une interview, il ne faut pas voir là un indice de continuité entre le film et la série. Un autre indice bien plus important lui pour la série se situe dans la forme du logo Westworld sur l'écran de l'ancien système. En effet, ce logo correspond exactement à celui que voit William quand il arrive pour la première fois au parc dans l'épisode 2, ce qui vient confirmer pour moi la théorie des deux époques, voire trois époques différentes que j'expliquais en détail dans la vidéo consacrée à l'épisode 5. Et cette théorie pour moi a une véracité qui est certaine. Grâce à cette enquête, Bernard découvre l'existence dans le secteur 17 du parc de 5 hôtes de première génération non répertoriés dans le système actuel de localisation. Un peu plus tard, Elsie fait prendre conscience à Bernard que Teresa serait la première victime d'une telle révélation et cela le pousse à mener l'enquête sans faire appel à aucune aide extérieure. Bernard obtient la confirmation que ce secteur 17 est interdit et vide pour préparer de futurs développements scénaristiques. Il décide donc de s'y rendre seul. Ce que Bernard découvrira sur place est totalement fascinant et ce pour plusieurs raisons, accrochez-vous bien. J'ai pu découvrir certains des éléments suivants grâce aux recherches partagées sur Reddit par des fans de la série et je tiens à saluer leur perspicacité. Tout d'abord, au premier niveau, on apprend que Robert Ford maintient secrète une réplique de sa famille dans des hôtes de première génération. Mais maintenant, souvenez-vous de la photo que Robert Ford prend sur son bureau dans l'épisode 2 pour la montrer à Bernard quand celui-ci lui pose des questions sur Arnold. On se rend compte que cette personne que Ford avait désignée à Bernard comme étant Arnold est en réalité le père de Ford. Cela vient encore renforcer ma conviction que le véritable Arnold avait en réalité l'apparence de Bernard. En effet, Arnold était sans doute présent sur la photo, à droite du père de Ford, mais puisque Bernard est un androïde, son programme ne lui a pas permis de le voir, et c'est selon cette vision subjective que la série nous a montré la photo, ce qui explique d'ailleurs pourquoi elle semble aussi mal cadrée. Un autre élément vient soutenir cette hypothèse, il s'agit de l'apparition complètement inexplicable de Robert Ford dans la pièce, alors que le père robotisé de Ford saisit Bernard par le col. Regardez bien, lorsque Bernard entre dans la pièce, la partie derrière lui, à sa droite, est clairement vide. Mais entre 34 minutes 45 et 34 minutes 46, soudain, Ford apparaît comme par magie. Mais comment expliquer un tel phénomène? En réalité, c'est assez simple. Ford a mis en pause tous les androïdes de la pièce, Bernard y compris, et il est tranquillement entré dans la pièce. Dans la discussion qui suit, notamment lorsqu'il montre l'intérieur de la tête de la version de lui-même enfant, Ford exprime clairement sa préférence pour l'élégance des modèles de première génération moins humains. Ford affirme par ailleurs que c'est Arnold lui-même qui aurait été à l'origine de la création de cette réplique de sa famille et que c'est la raison pour laquelle il n'aurait pas le cœur de les détruire. Voilà encore une preuve de nostalgie chez Ford, pourtant c'est un trait de caractère dont il se défendait lors de son repas avec Teresa dans l'épisode 5. La présence du lévrier apporte par ailleurs une confirmation de l'histoire que Ford avait racontée à All Bill dans l'épisode précédent, celle de ce chien qui ne sait plus quoi faire de sa vie une fois qu'il a atteint l'objectif qu'il avait toujours recherché. On reparlera bientôt de ce point en revenant sur Robert Ford. Lorsque Ford ajoute qu'Arnold disait qu'un artiste se cache toujours dans son œuvre, il s'agit pour moi d'un autre indice, encore un, sur le fait que Bernard est bien l'androïde à l'image d'Arnold.
Mais revenons plutôt à Elsie qui joue également les enquêtrices en mode solo, sans doute car elle n'a confiance en personne sauf en Bernard. Grâce aux données récupérées par ce dernier, le petit prodige du département comportement comprend que le satellite appartient à Delos et qu'elle doit trouver un relais qui diffuse les commandes vers les hôtes de première génération. C'est dans un inquiétant théâtre désaffecté qu'elle finit par retrouver le transmetteur qui utilise le système bicaméral pour diffuser les instructions aux hôtes. Selon Samidam, qui a de bonnes raisons personnelles de s'y connaître, certains éléments de la décoration de ce théâtre font directement penser à un ballet qui s'appelle Coppelia. Ce ballet, inspiré d'un conte d'Hoffmann, a pour histoire un jeune homme qui s'éprend d'une poupée. Et plus tard, cet automate finira par prendre vie lorsque l'âme de la petite amie du jeune homme y est transférée. Vous avouerez que le parallèle avec l'histoire de Westworld est particulièrement troublant et cela ne fait que confirmer mon intuition que la question du transfert de l'âme humaine dans un corps robotique sera au cœur de l'histoire, de même que la lutte contre la mort et notamment celle du fils d'Arnold. Puisqu'on parle de théâtre et de masque, il est temps pour Teresa de faire tomber le sien. En effet, Elsie, la super enquêtrice, parvient à récupérer le terminal et à en extraire de précieuses informations. Elle prévient Bernard que Teresa est derrière la fuite alors même que l'ingénieur est en présence de la responsable du QA. Elsie ajoute qu'il y a bien plus grave que la fuite de données. En effet, des hôtes de première génération ont été modifiés, ils seraient capables de mentir et même de tuer des humains, et ces modifications auraient été apportées par Arnold. Alors qu'Elsie récupère les données et a l'air de faire des découvertes encore plus inquiétantes, elle se fait surprendre par une personne que je pense être Ashley Stubbs. Plus on en apprend sur Robert Ford et moins on le connaît. On le retrouve dans cet épisode à la tête des vastes travaux pour son fameux projet scénaristique. Il visite Las Mudas et décide que le canyon artificiel qu'ils sont en train de creuser s'arrêtera juste avant d'atteindre la petite ville. Voir le symbole du labyrinthe gravé sur l'une des tables semble renvoyer Ford vers le souvenir d'un carnet de croquis et de notes qu'on le verra consulter dans la scène suivante. Toutefois, la scène du bureau commence avec Ford qui décide de l'emplacement de la reproduction de l'église dont Dolores a de curieux flashbacks. Sur cette maquette, la présence de figurines menaçantes laisse imaginer une attaque et même un affrontement entre un groupe réduit et un autre bien plus fourni. Ford récupère ensuite un carnet dans le meuble sous sa vitrine et il s'agit très certainement du carnet de notes d'Arnold. En effet, on reconnaît très clairement Dolores non seulement dans la vitrine, mais aussi dans le carnet de croquis, et on sait depuis l'épisode précédent que ce n'est pas Ford qui est le créateur de Dolores, mais bien Arnold lui-même. Le symbole du labyrinthe que Ford caresse de la main vient encore confirmer que cette idée a bien germé dans le cerveau d'Arnold. Outre la scène mémorable de la maison de famille découverte par Bernard, l'épisode ne revient à Ford que lorsqu'il vient jouer à la balle avec lui-même jeune et son chien. La scène de découverte et d'explication de la mort du lévrier est particulièrement troublante. Ford se retrouve face à lui-même, comme le souligne clairement le plan du jeune Ford face à son reflet dans la paroi vitrée. Lors de l'interrogatoire, Ford découvre que son double robotique et juvénile lui ment et qu'en fait, c'est Arnold qui lui a donné l'ordre de tuer le chien. Dans ses ordres, Arnold précise que le chien était un tueur, que ce n'est pas sa faute, qu'il a été créé comme ça, et du fait qu'il faut abréger ses souffrances. Il s'agit là évidemment d'un message d'Arnold à destination de Ford lui-même, mais que peut-il bien vouloir dire? Il y a plusieurs interprétations possibles. Tout d'abord, Arnold fait comprendre à Ford qu'il connaît cette histoire du lévrier, et qu'il a donc accès à tout, y compris une conversation que Robert Ford a avec Old Bill, le vieil androïde du sous-sol. Si on va plus loin, on peut se demander ce que représente la métaphore du lévrier. Il pourrait s'agir de Ford lui-même, et dans ce cas-là, Arnold pourrait considérer que Ford est un tueur en puissance et qu'il faudrait l'empêcher de nuire. On pourrait éventuellement y voir un indice selon lequel Ford serait lui-même un androïde qu'aurait créé Arnold et qui aurait fini par se débarrasser de son créateur pour prendre le contrôle du parc. Et j'avoue que cela pourrait même coller avec certains des propos tenus par l'homme en noir lors de sa discussion avec Robert Ford dans l'épisode 5. Toutefois, à titre personnel, j'ai plutôt l'impression que Robert Ford est un être humain et que le lévrier est une métaphore de Ford, voire potentiellement de l'humanité dans son ensemble. Dans cette perspective, Arnold considérerait que l'humanité est foncièrement imparfaite et que l'être humain a le meurtre et la violence dans sa nature, et il se proposerait tout simplement de faire disparaître l'humanité. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est de la mise en ligne des vidéos d'analyse des prochains épisodes de cette première saison, j'essaierai de garder un rythme assez soutenu, mais sans inonder ceux qui n'ont pas forcément envie de voir ces vidéos remises en ligne. Donc je vous dis à très bientôt, et puis si vous cherchez les t-shirts, vous les trouverez en description des vidéos. Salut!